Dans la conciergerie, tu penses gérer des séjours. En réalité, tu gères des imprévus. Des appels à 2 heures du mat, des clients que tu ne comprends pas, des situations qui passent de tout est sous contrôle à tout part en vrille en quelques minutes. Et le pire, c'est que tant que tu l'as pas vécu, tu penses qu'on arrive qu'aux autres. Sauf que non. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires, pas des histoires inventées pour faire du buzz, 3 situations inspirées du réel que j'ai vécu. Tu t'attends pas à ce que je vais te raconter, prends le temps de bien écouter, mets-toi dans la peau du concierge, essaie de dire comment toi, tu aurais réagi. On commence. C'est assez récent, ça date de la saison 2025. Un voyageur réserve en hiver, prend un mois sur Airbnb, il est en train de faire construire une maison, il a besoin de se poser pendant les travaux avec sa femme et sa fille à côté, il est marin-pêcheur, il a un travail, il est installé, aucun problème. Il fait un mois sur Airbnb et au bout d'un mois, il nous demande à prolonger son séjour parce que ses travaux... il nous explique dès le départ que son séjour va être long, qu'il va prolonger plusieurs fois. Il prolonge sur Airbnb, qui fractionne le paiement et au bout d'un mois, donc on est payé le premier mois et au bout du deuxième mois, le paiement ne passe pas. Il nous explique qu'il a vu avec Airbnb, Airbnb nous dit que c'est sous contrôle, tout a l'air bien, etc. Bref, ça termine finalement, on est obligé d'annuler cette réservation et de lui envoyer un lien de paiement direct. Il paye, rubis sur l'ongle, quasiment chaque fois 2 mois, quasiment des tarifs non remisés, c'est parfait. Il passe comme ça tout l'hiver. À un moment donné, une autre réservation tombe et genre 2 mois après, une semaine est réservée. Quoi qu'il arrive, il devra quitter le logement, il n'a pas le choix. Il nous dit qu'il n'y a pas de problème, que ça matche bien, ça se colle bien. Sa réservation initiale terminée, il y avait un jour de rabat, de battement entre la fin de sa longue période en direct et la réservation du futur client sur Airbnb. Et donc, il est obligé, je vous passe les détails, de réserver une nuit en plus sur Airbnb. Passer par Airbnb directement, ce qu'il fait. Donc, on a eu un voyageur qui est resté un mois sur Airbnb, 6 mois en direct, un jour sur Airbnb, et ensuite la maison a été relouée. Et là vient le moment du départ. Donc, pas de problème. On s'était dit on va le faire physiquement, mais pris par l'activité, finalement, il utilise la procédure de départ autonome, pas de problème. Et là, on va à la maison. Et là, absolument incroyable. La maison était remplie, littéralement remplie. Imaginez une maisonnette de 70 mètres carrés. Il y avait peut-être une centaine de sacs poubelles 60 litres pleins. Il y avait des déjections canines. Les animaux avaient fait leurs besoins par terre dans toute la maison. Il y avait peut-être 300 mégots de cigarettes devant la porte dans la rue. C'était une maison de village, dans la rue, devant le logement. Il y avait dans le jardin des déchets incroyables, une déchetterie, de la ferraille, des choses absolument hallucinantes. La boîte aux lettres fracturée, évidemment. J'imagine qu'il a dû vouloir recevoir du courrier. Ça lui a paru beaucoup plus simple de la fracturer que de demander la clé. Bref, pas une maison dégradée comme on l'entend quand il y a eu une fête qui a dégénéré, une maison de personnes malades. Et dont les voisins nous expliquent qu'en fait, ces gens ont passé 6 mois les volets absolument fermés, que lui travaillait en effet, il partait travailler et rentrait, que personne n'a jamais vu sa femme et sa fille, qui existaient vraiment, puisqu'on a retrouvé la chambre de la fille, donc la même chose. On a bien compris que il y avait des protections féminines par terre, etc., etc. Bref, on a dû faire rabattre toutes les équipes de ménage du secteur dans la maison, qui ont passé une dizaine d'heures à 3 ou 4, pour nettoyer la maison, qui a jamais pu être complètement rattrapée. Il y a eu donc plusieurs voyages avec des fourgons pour aller à la déchetterie. Il n'y a pas de morale dans cette histoire, on n'est jamais à l'abri de rien, hein. C'est pas un impayé, qui fait le plus peur sur les réservations longues, ce sont les impayés. Là, il n'y a pas eu de problème d'impayé. Par contre, évidemment, réservation qui est passée par Airbnb, une caution prise en direct largement insuffisante. Imaginez Airbnb quand, pour une location d'une nuit, la dernière nuit, on fait un air cover où on demande des milliers d'euros parce qu'il a fallu changer un lit, il a fallu changer le canapé, etc. Au final, tout ça pour vous dire que cette situation-là nous a fait perdre un mandat, puisque la propriétaire qui est arrivée après a bien compris qu'on n'était pas responsable, mais a été tellement traumatisée par l'état de sa maison qu'elle a préféré mettre fin au mandat. Par contre, notre conciergerie, qui a un système d'acquisition organisé, a certes perdu un client, ce qu'on regrette, mais nous avons tous les moyens pour que notre portefeuille de clients ne réduise jamais considérablement. Parce que notre système d'acquisition nous a permis de rebondir, de remplacer ce client par un autre client assez rapidement. Et c'est exactement ça qu'on construit avec Talk Business. Aujourd'hui, la majorité des conciergeries n'existent même pas en ligne. Elles n'ont pas de visibilité, pas de stratégie, pas d'acquisition. La première étape chez nous, c'est simple. On optimise tout, ta présence SEO, ta fiche Google, ton positionnement, pour quand quelqu'un cherche une conciergerie dans ta ville, tu existes vraiment. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on met en place un système complet pour dans ta zone, ce soit toi qu'on voit, toi qu'on appelle, toi qu'on choisit. On a vraiment des concierges qui ont pris 10 logements en quelques mois, d'autres même plus. Certains ont triplé ou quadruplé leur activité en partant de 3 ou 4 logements. Donc perdre un logement aujourd'hui, pour eux,
ce n'est plus vraiment un problème. Parce que tu sais que tu peux en récupérer d'autres, et si tu mets en place exactement le même système, tu peux réserver un appel gratuitement. Le lien est en première ligne de la description. Tu peux directement échanger avec moi ou avec Thomas. Une autre anecdote très rigolote, plus ancienne, à l'époque où on faisait tous les check-in et tous les check-out physiquement. Un petit studio à 7, bien placé près de la gare. Le studio, configuration qui a son importance. Tu ouvrais, tu rentrais dans une pièce dans laquelle il y avait un lit en 140 juste en face, et sur la droite, un lit, une place. Donc, 3 personnes réservent l'appartement. On fait l'accueil. De mémoire, on envoie un, on envoie deux. Des personnes plutôt jeunes qui présentaient bien. Pas de souci, l'appartement était meublé plutôt cheap. C'était un logement économique. Pas de risque particulier. Ces jours se passent, il reste quelques jours. Le jour du départ, donc à cette époque-là, la concession était beaucoup plus petite, l'organisation c'était la suivante. Je me déplaçais en personne je récupérais le linge sale, j'amenais le linge propre aux équipes de ménage, et j'en profitais pour aller check-out. On ne savait pas faire autrement, je vous parle vraiment, il y a quelques années, on n'avait pas encore du tout de système d'automatisation, c'était une conciergerie d'une vingtaine de logements. Le jour du départ, je suis un peu en retard, je demande à la femme de ménage, écoute, vas-y, je te rejoins là-bas. Et elle me dit, j'appelle, au téléphone ça répond pas, je sonne, ça répond pas. Elle n'avait pas le double des clés. Je dis, ok, j'arrive, laisse-moi le temps hop, je prends, j'étais en moto à l'époque, je vais sur place, j'appelle, ça ne répond pas, je sonne, ça ne répond pas, j'avais le double des clés, donc je rentre, je prends l'ascenseur, j'arrive à l'appartement, je toque, ça ne répond pas, mais j'entendais du bruit à l'intérieur de l'appartement quand même. J'insiste vraiment, chez nous, on ne rentre pas dans un logement, on ne rentre vraiment dans un logement que si on pense que les voyageurs sont partis ou qu'il y a un problème, ou si on a l'autorisation. J'insiste vraiment, rien ne se passe. Je finis par ouvrir la porte, donc je rappelle que ce studio faisait 20 mètres carrés maximum, et qu'on arrivait, on donnait sur le lit. Et donc, j'ouvre, il devait être midi. J'ouvre la porte, et je vois une scène que je ne vais pas vous décrire, mais vous allez pouvoir imaginer facilement. C'était donc 2 hommes et une femme, et donc ils étaient en train de s'amuser entre adultes sur le lit qui était donc littéralement à 2 mètres de la porte. Ils ne se sont pas arrêtés, d'ailleurs ils m'ont simplement dit bonjour, on termine et on s'en va. J'aurais dit à tout à l'heure, j'ai refermé la porte, je suis descendu. Ils sont arrivés un quart d'heure après, effectivement un petit peu... Pourquoi vous dire ça? Ils sont arrivés un quart d'heure après, plein d'entrain, ils m'ont remercié pour le séjour, je les ai remerciés également, et on se dit à bientôt. Si cette anecdote, ça fait rire, et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, parce que là, tu vois, c'est juste la surface de ce métier, il y a des dizaines de situations comme ça, il y en a toutes les semaines, des erreurs à éviter, des systèmes à comprendre, et surtout des opportunités que la plupart des gens ne voient même pas. Mon objectif à moi, c'est de tout te montrer, sans filtre, sans bullshit. Donc si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne la conciergerie aujourd'hui, et voir ce qui se passe réellement en coulisses, abonne-toi maintenant. Les prochaines vidéos vont t'ouvrir les yeux. Une autre anecdote, moins rigolote cette fois-ci, parce qu'en plus c'est un logement qui m'appartient, donc j'ai été impacté à la fois en tant que concierge et en tant que propriétaire. Ce logement est voisin au mien, donc j'habite à côté, j'entends absolument tout. Et la troisième, c'est en tant que concierge, parce qu'évidemment il a fallu que je gère Airbnb, tout un tas de choses, etc. La police, enfin, je vous raconte, vous allez comprendre tout de suite. On est en pleine période Covid, on est sorti du Covid, donc il n'y a plus de confinement, mais il y a encore des restrictions sur les discothèques, les bars et les restaurants. J'ai un groupe qui réserve une villa à Frontignan, 12 couchages. Ils réservent 3 jours, ils sont plutôt rassurants dans ce qu'ils expliquent. Je suis moins habitué qu'aujourd'hui, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Je leur explique que je suis à côté, que je suis voisin, que ma terrasse donne pour partie sur le jardin de cette maison, et que donc il ne peut pas y avoir de débordement. Ok, c'est parti, comme ça, j'accueille ces gens, ils s'installent, calme, pas trop de bruit, tout va bien. Alors je précise que ma chambre à coucher ne donne pas directement, n'a pas de mur mitoyen, et que donc en fait, de mon séjour, j'entends ce qui se passe, de ma chambre, normalement j'entends absolument rien. Et là je m'endors, et puis, je sais pas, sur le coup de 2 h du matin, j'entends un bruit de basse, j'entends des voix qui parlent. Par contre, ma chambre donne sur une cour, enfin, le parking, le garage, la cour qui est devant cette villa, en fait, donc là où j'entends les gens quand ils rentrent, quand ils sortent, quand ils voient la voiture, mais sinon, il n'y a absolument pas d'interaction avec eux possible de ce côté-là de mon appartement. Et j'entends du bruit, j'entends vraiment, ça bouge, etc. Les personnes qui étaient avec moi se lèvent et me réveillent en me disant il y a du monde dans la cour, etc. Effectivement, je me lève et je vois dans la cour, vraiment, quand je dis du monde, quoi. Je vois beaucoup plus que les 10 personnes qui avaient réservé, je vois 40 personnes dans la cour. Bon, à 2 h du matin, j'ouvre une autre fenêtre de mon appart, je vois dans la rue tout le boulevard, du monde partout. Et là, je commence à avoir encore plus de monde qui arrive.
arrivent et des voitures qui passent en trombe, etc. Pour vouloir faire simple, il y a eu une espèce de soirée sauvage. J'estime qu'il y a eu entre 200 et 300 personnes dans la maison ce soir-là. C'était donc sorti du Covid. C'est quelqu'un qui avait organisé des événements payants en faisant venir des gens dans la maison. Ils n'avaient rien trouvé de mieux à faire. Donc on est en centre-ville d'une ville de province. Il y a le cœur de ville est ceinturé par 4 boulevards. Courses de voitures organisées sur les 4 boulevards avec chrono, etc. Donc ça termine pas. Donc je descends évidemment. Impossible de retrouver la personne à qui j'avais loué. Il y avait tellement de monde, pas possible. La police était sur place. Ils m'ont dit, monsieur, on ne peut vraiment rien faire. Ne faites rien. La police a sécurisé les boulevards pour finalement encadrer les courses de voitures sauvages. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, je dors pas de la nuit. Je vois se vider la soirée, hein, comme toutes les soirées du monde, à 6-7 heures du matin, ça commence à partir. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que les flics ont fait souffler dans le ballon. Ils ont dû arrêter 20 personnes qui sont parties en état d'ivresse manifeste. Et ça se termine pas comme ça. Et donc, du coup, donc évidemment, Airbnb qui était dans la boucle, Airbnb complètement au courant de tout ce qui se passe, etc. Le matin, je vais à la maison et donc je trouve la personne qui avait organisé, donc mon voyageur, mon client, complètement abattu. Je me rappelle de lui encore assis sur un transat en train de pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait complètement dépasser par les événements. Lui, il faisait une soirée avec les personnes de sa classe, grosso modo. Donc il avait prévu de faire une soirée d'une trentaine de personnes, qui n'était pas du tout légale, mais pas d'avoir une soirée qui a dégénéré comme ça. Et donc, alors j'étais pas du tout de bonne humeur, donc je l'ai gardé presque, je ne vais pas dire prisonnier, mais je l'ai gardé dans la maison. J'ai fait ramasser les milliers de mégots qui avaient plein le jardin. Il a fait vraiment, il n'avait pas dormi de la nuit, il avait une gueule de bois pas possible. Il a travaillé au moins 5 heures pour remettre en état le plus possible. J'ai fait un dossier Airbnb qui m'a donné 6 000 €. C'est quand même, pour ceux qui font des hardcovers, c'est quand même relativement exceptionnel. Tout est bien qui finit bien. Bon, mes voisins ont bien compris que c'était un cas isolé. J'ai la chance qu'ils m'aient pas ennuyé plus que ça. Ils ont bien compris que j'étais beaucoup plus victime qu'eux parce que moi non plus pas dormi, mais en plus j'ai eu des dégradations chez moi. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça m'est arrivé. On a eu plein de cas dans la conciergerie depuis, des choses qui ont dérapé, etc. Mais là, vraiment, 200 personnes, c'est-à-dire une capacité de petite boîte de province, ça nous est plus jamais arrivé depuis. On a mis des tas de procédures depuis. Et alors, je pense aussi, c'était mon compte Airbnb personnel. Personnes qui organisent ce genre de choses vont quand même chercher un peu la faiblesse. Et quand ils voient une conciergerie avec 6000 commentaires, 150 biens en gestion, effectivement, je pense qu'ils passent leur chemin, d'autant que nous, on est devenus, depuis ça, et avec tout ce qui nous est arrivé depuis, complètement intransigeants, et qu'il y a le moindre doute, on ne prend pas les voyageurs. Si vous êtes assez nombreux à vous abonner, la prochaine fois, je vous raconte l'anecdote de la Tiny House, qui est quelque chose d'extraordinaire aussi, qui a mobilisé aussi la gendarmerie, qui vous fera, je suis sûr, avec le recul, mourir de rire. Maintenant, pose-toi vraiment la question, parce que ton cerveau va essayer de rationaliser, mais dans ce métier, le réel dépasse souvent la logique. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des exceptions, c'est le quotidien. La conciergerie, ce n'est pas un business tranquille. C'est un business où tout peut basculer très vite. Et à un moment, tu comprends un truc. Soit tu continues à subir ces situations, soit tu construis un système pour les encaisser. Parce que la vraie différence, elle est là. C'est pas d'éviter les problèmes, c'est d'être suffisamment structuré pour, quand ils arrivent, pouvoir les encaisser. Aujourd'hui, la majorité des concierges n'ont ni système, ni acquisition, ni visibilité, et c'est pour ça qu'au moindre problème, tout s'écroule. Si tu veux comprendre comment éviter ça, comment structurer une conciergerie solide et arrêter de dépendre du hasard, abonne-toi, parce que là, tu vois, ce n'est que la surface, et les prochaines vidéos vont complètement changer ta vision du métier.